Tout le monde nous entend, c'est bon? Bonjour à tous. Bonjour à tous et d'abord bonne année à tous, bonne année 2025 qui commence sur des grands moments pour nous tous formalistes. Et c'est ces grands moments qu'on va regarder à travers ce webinaire. Donc dans ce webinaire, sur les évolutions de 2025 liées au guichet unique et aux défis liés au RNE. Nous avons la chance d'accueillir, comme toujours, Émilie Kidor, directrice des formalités chez Legal Vision. Bonjour à tous. Et Godefroy Leménager, responsable du service guichet unique chez INPI France, qui ne peut ne plus présenter maintenant, mais que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui avec nous. Bonjour Bonjour à tous Godefroy. et merci pour cette opportunité pour rediscuter sur le guichet unique, le RNE et rappeler comment ça fonctionne. Merci Godefroy de nous donner un peu de ton temps. Donc, on a découpé un petit peu cette présentation. La présentation va finalement être assez rapide pour laisser la place aux questions en fin de présentation. Les questions, vous avez évidemment le chat qui est à votre disposition. Vous posez les questions et nous, on essaiera, dans la mesure du possible, d'y répondre. Le programme, c'est une petite introduction sur un guichet qui est désormais vraiment unique. Quelques actualités sur le guichet unique et sur ses premiers jours en tant que seule plateforme de dépôt de formalité depuis début 2025. La mise en place d'un nouveau dispositif de continuité pour les éventuels blocages que l'on pourrait rencontrer sur les formalités. On refera un petit peu le point sur le RNE qui prend une place encore plus importante aujourd'hui que la procédure de continuité a pris fin. Et enfin, il y aura un petit point sur l'assistance et la formation qui sont à disposition de l'ensemble des mandataires et formalistes et que l'INPI met à disposition. Donc, on fera ce petit point avant de passer à vos questions que vous aurez posées dans le chat. Mais commençons par l'introduction d'un guichet unique, vraiment unique. Alors, Émilie, comment ça se passe? Tout à fait. Depuis donc du coup le 1er janvier, pour ceux qui ont travaillé ce jour-là et qui n'ont pas fait la fête, le guichet unique est devenu Pardon, je vais trop vite. merci. Voilà, on reprend. Donc le guichet unique est vraiment devenu la seule plateforme pour transmettre les formalités, puisque la procédure de continuité n'a pas été renouvelée, n'a pas été prolongée au 31 décembre 2024. Donc, depuis le 1er janvier, l'unique portail pour déposer toutes les formalités, c'est devenu donc le guichet unique et en conséquence, Infogreffe sur la partie formalité a fermé. Donc, ça ne veut pas dire qu'Infogreffe ferme, je le dis parce que souvent quand on dit Infogreffe ferme, c'est un mauvais jeu de langage. Infogreffe demeure, hein, vous pouvez toujours aller commander des extraits cabis, poser des surveillances et faire tout ce que vous avez l'habitude de faire. La seule chose que vous ne pouvez plus faire sur Infogreffe, c'est d'aller saisir une formalité. Vous pouvez toujours suivre les formalités, puisqu'aujourd'hui, on ne voit plus saisie formalité, mais on voit suivi formalité. Et donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour les dossiers que vous avez potentiellement déposés sur Infogreffe avant, au plus tard le 31 décembre? Ces dossiers sont toujours accessibles sur votre compte, via votre compte, donc dans votre espace personnel. Vous pouvez retrouver la liste de vos formalités et ils sont bien traités. En principe, donc les greffes des tribunaux de commerce ont jusqu'au 31 janvier pour traiter les formalités qui sont passées par ce canal, qui sont passées via Infogreffe. Et pour les tribunaux judiciaires, donc on pense essentiellement à l'est de la France, ils ont jusqu'au 28 février. Ils ont un délai complémentaire. À partir de là, en principe, vous n'aurez plus accès sur Infogreffe aux formalités qui sont en cours. Donc logiquement, vos formalités devraient être terminées lorsque vous les avez transmises via Infogreffe avant ces dates-là. Matériellement, il y a certains greffes qui ont un tel retard, si on pense au greffe de Metz, qui est le greffe le plus en retard en métropole. Il me paraît peu vraisemblable qu'au 28 février, ils aient réussi à traiter en 2 mois, 1 an et demi de formalités. Donc dans ce cas-là, il est fort probable que vous deviez ressaisir vos formalités sur le guichet unique. Donc autant dire que pour ce greffe en particulier, des formalités que vous auriez déposées en fin d'année l'année dernière, voire même l'été dernier,
je serais vous, je les ressaisirais maintenant, parce que très clairement, elles ne seront pas traitées. En attendant, donc d'ici la fin de la fermeture, des formalités complètes, d'Infogreffe, vous avez vraiment la possibilité d'aller reprendre vos dossiers. Donc si vous avez un rejet, on vous a mis des exemples ici pour vous montrer que c'est faisable. Si vous avez donc une lettre de rejet du greffe, vous avez la possibilité de faire la reprise sur Infogreffe jusqu'à validation de votre formalité si elle intervient avant le 31 janvier ou le 28 février. On verra matériellement si, Infogreffe ferme vraiment définitivement sur les, cas de rejet comme ça, les formalités qui n'ont pas été menées à terme au 31 janvier, au 28 février. Peut-être que, on aura la bonne surprise de voir que ça se poursuit parce que le stock n'a pas été, complètement apuré. En tout cas, le mot d'ordre, c'est, fermeture au 31 janvier. Alors c'est intéressant, enfin du coup on a poussé un petit sondage là pour savoir si vous aviez encore des formalités sur Infogreffe. Un tiers d'entre vous en ont encore, ça veut dire que les 2 tiers d'entre vous sont déjà passés intégralement sur le guichet unique. Donc félicitations, vous êtes bien dans les clous et en bonne voie pour 2025. Et vous Donc, vous évitez voilà. un petit stress, complémentaire. Exactement, exactement. Donc c'est un sujet qui vous concerne plus. C'est même plus que ça, hein, c'est un quart d'entre vous, seulement un quart d'entre vous ont encore des formalités sur Infogreffe. Donc n'hésitez pas à continuer de répondre sur le sondage, c'est toujours intéressant de voir où on en est. Donc passons à la suite. Donc les activités du guichet unique, Godefroy, on va te laisser la parole là-dessus pour savoir voilà, comment ça se passe. Alors, c'est déjà intéressant de voir sur, ce qui s'est passé en 2024 et on a eu plus de 4,2 millions de formalités qui ont été déposées, sur le guichet unique, qui tout confondu, hein, création, modification, compte annuel, cessation, et ainsi de suite. On vous a mis le détail et que c'est quand même ce sont des volumes qui sont extrêmement importants. Et si on compare notamment l'état des créations d'entreprises par rapport aux autres années, on voit que, c'est pas que nous on voyait, c'est vraiment, reporté par l'INSEE qu'il y a eu une augmentation de ces créations d'entreprises d'un petit peu moins de 6. On voit bien qu'à travers ce flux-là, on ne parle pas de quelques centaines, mais vraiment de plusieurs millions de formalités. On a réussi à mettre en place un système qui est quand même, assez robuste pour pouvoir absorber l'ensemble de ce flux et qui permettra donc d'aborder l'année 2025, de manière, assez sereine parce qu'on a, on traitait déjà la très, très grande majorité du flux des formalités, sur le guichet unique. Ce qui permet du coup pour vous, quand vous passez par le guichet unique, d'avoir qu'un seul interlocuteur. Même si c'est une société avec une activité artisanale ou une activité agricole, il n'y a plus ce besoin qu'il pouvait y avoir de devoir un petit peu courir après votre formalité en disant: «Bah, voilà, ça a été déposé par un tel, est-ce que ça a été transféré? Puis est-ce que ça a bien été envoyé, à l'URSSAF, ou aux impôts?» J'ai même vu déjà une question, à ce sujet-là, j'y reviendrai. Vraiment, voilà, ça vous permet d'avoir un suivi vraiment de quelles sont les différentes étapes de traitement de votre formalité, passée et à venir. Dans les petites captures d'écran qu'on voit, en bas à droite sur le fil d'Ariane que maintenant vous connaissez bien, voilà, on vous dit: «Bah, voilà, c'est passé par l'INSEE, c'est passé par le greffe, ça va passer ensuite, par la CMA quand le greffe aura validé» et ainsi de suite. On voit qu'il y a quand même un délai de traitement moyen qui est, quand même d'une semaine, 8 jours, hein, pour l'ensemble des formalités. Alors selon les sujets, on a tous envie que ça aille très, très vite et d'avoir toutes les formalités, dans l'instant. Mais voilà, après c'est charge aux partenaires de pouvoir traiter l'ensemble des cas, des formalités et c'est en fonction de leur capacité de traitement, même si on sait qu'il y a un petit peu de disparité. Et ce fil d'Ariane, il est mis à jour en temps réel pour vous permettre vraiment de savoir exactement où en est votre formalité et s'il y a un sujet, de pouvoir contacter directement le partenaire en question. On vous dit à chaque fois: «Bah, tiens, voilà, c'est le greffe d'un tel» et on vous donne, quand on a la possibilité, soit le numéro de téléphone, soit le mail, si, il nous l'a partagé pour que vous puissiez le contacter pour, voilà, interroger sur, un temps de traitement un peu plus long ou une demande de régularisation que vous ne
que vous ne comprenez pas, dont vous ne comprenez pas le fond, car seul lui pourra répondre à cette question de fond. Nous, on pourra vous accompagner sur l'outil, mais si le partenaire vous demande, telle ou telle information, on va pas pouvoir vous expliquer, pourquoi. Alors passons au cas de blocage. Du coup, c'est un peu la crainte, hein, qu'il y avait sur le guichet unique. Et donc, il y a un nouveau dispositif avec de continuité. Donc, Godefroy, je te laisse présenter ce qu'il en est. En effet, avec l'apparition d'un guichet qui est définitivement unique, qu'est-ce qui se passe si ce point d'entrée unique est bloqué? Il n'y a pas de mystère, c'est une plateforme informatique qui peut être, subir des aléas. L'année dernière, on avait déjà subi une attaque, informatique qui pourrait bloquer complètement, par exemple, notre centre de données. Ah, c'est les aléas de l'informatique, je crois. On vient de perdre un serveur côté IP. Je sais pas si vous nous entendez encore. Ouais. Est-ce que vous nous entendez encore côté si vous pouvez mettre un petit commentaire dans le chat. Qu'est-ce qui se passe quand Ouais, ok, Ah ben là, super. on vient Voilà. vraiment de Donc, perdre Godefroy. ouais, ok, super, merci. On nous entend. Du coup, je vais essayer de reprendre la main. Enfin, du coup, on va essayer de reprendre la main avec Émilie le temps que Godefroy s'attend vraiment pile Je poil au parlais moment. justement de problèmes techniques. Eh C'était ben une voilà. C'est illustration exactement ce par qu'on était en train exemple. de dire. C'était un très bon exemple, mise en situation. Donc, alors je reprends les 3 cas, je ne sais pas exactement où est-ce que ça a coupé. Ça a coupé quasiment au début. Ouais. Ouais. Eh bien, c'est parfait. Bon, du coup, je reprends du coup depuis le début. Heu, L'année dernière, on a pu déjà avoir une attaque informatique qui nous avait bloqué complètement le guichet unique. Qu'est-ce qui se passe si, ce centre de données est bloqué? On a mis en place un autre centre, de repli, ce qui est assez standard dans les systèmes informatiques. Eh bien, deuxième cas, c'est les 2, le centre principal et de repli sont bloqués, pour des raisons techniques. Comment on agit? Et troisième cas, qui est un cas un petit peu intermédiaire où le, mmh, le guichet est opérationnel, est bien accessible, mais il y a un cas spécifique, un type de formalité, les créations ou tel type de modification qui est bloqué pour une raison X ou Y, comment agir? Voici un petit peu les 3 cas de blocage on peut aborder. Ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis le début de l'année, on n'a vu aucun cas de blocage généralisé qui n'a été enregistré, et malgré l'augmentation des flux qu'on a pu noter. Donc voilà, on est assez, serein sur l'évolution, la montée en puissance, du guichet. Et du coup, je vais me permettre de poser la question tout de suite, Godefroy. Là, on parle vraiment de cas très généraux. Que se passe-t-il donc? Qu'est-ce qui est prévu pour les cas plus spécifiques lorsqu'on est sur une société avec une formalité, on a un message bloquant qui nous empêche de transmettre la formalité? Tout à fait. Là, on parle des flux généraux, des cas généraux, mais si c'est un dossier qui est bloqué, pour, telle anomalie à tel endroit, il ne faut pas hésiter à appeler notre, support téléphonique, pour pouvoir, voilà, lui remonter l'anomalie pour qu'on puisse la corriger le plus rapidement possible et vous permettre de débloquer ce cas particulier parce qu'il a une combinaison de paramètres un petit peu exotiques ou tout simplement parce que les données que l'on a ne sont pas forcément les plus adaptés, par rapport à la situation, n'hésitez pas à nous le remonter pour que l'on puisse intervenir le plus rapidement possible. Et ce qui vous permet aussi, si je peux, peut-être, me permettre d'avoir, plus vous avez un maximum de remontées sur des cas bloquants spécifiques comme ça, plus vous pouvez vous dire: «Bah, potentiellement, c'est un cas général». Tout à fait. Si on n'a pas de remontée, on va pas pouvoir, forcément deviner. Évidemment qu'on fait des tests, mais, on ne crée pas, de fausses, sociétés pour voir si ça fonctionne bien. Du coup, voilà, on a besoin, voilà, de votre retour pour savoir qu'est-ce qui se passe, à quel endroit ça peut être bloqué, si on doit intervenir ou pas. Merci Godefroy. Alors, si on regarde les 3 cas un peu plus particuliers, par exemple, le premier cas, notre centre de production, notre, centre de données, principal
il y a une attaque, comme on a pu le connaître dans le passé ou une autre raison, eh bien, à ce moment-là, on a mis en place tout simplement un autre centre de données de repli avec ses propres, structures qui permettra du coup d'absorber cette demande. Pour vous, ça sera complètement transparent, mais voilà, comme ça nous permettra de basculer d'un système à l'autre, pour pouvoir, gérer cette problématique et vous permettre de déposer les formalités, sans aucun souci et donc de, ensuite d'avoir votre formalité qui est traitée et validée directement au niveau du et enregistrée au niveau du RNE. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas un petit peu, plus, costaud, on s'aperçoit que le premier centre de données a été attaqué, il est tombé. Le deuxième centre aussi est, attaqué, tombé, il est bloqué pour une raison X ou Y. Et là, on s'aperçoit que du coup, il y a un blocage général sur le guichet. Et bien à ce moment-là, on va prendre la décision, on va communiquer sur le fait qu'il y a un blocage au niveau du guichet unique et on va vous mettre à disposition un récépissé sur le portail e-procédures pour pouvoir acter le fait que vous avez essayé de faire telle formalité telle journée, mais le système était dans la capacité de répondre à ce besoin pour justifier la date de dépôt. Et ensuite, quand le système sera débloqué, vous pourrez ajouter ce document à, votre formalité pour notamment justifier quand il y a des délais, quand il y a des formalités, multiples, de modifications multiples, qui sont effectuées, qui sont à déclarer dans le mois, ben voilà, vous pourrez, l'informer pour permettre au valideur de savoir que vous avez essayé de faire la formalité dans les temps, mais n'avez pas pu le faire pour d'autres raisons. Et puis il y a le troisième cas qui est vraiment, il y a un flux, un type de formalité qui est bloqué et ça sera vraiment sur appel à notre centre téléphonique. Après évidemment analyse de la situation, on vous communiquera un récépissé pour dire que, bah, voilà, tel flux, telle, formalité, dans la même logique, vous avez essayé de le faire, il y a eu un problème, on vous le date et comme ça lorsque ce sera débloqué, vous ferez votre, formalité, vous aurez un récépissé qui justifie le fait que vous avez essayé de faire ça dans les délais et de marquer la date de dépôt. Ce récépissé, justement, là, on vous montre une petite capture d'écran d'un exemple. Il a été cadré par un arrêté du 20 décembre, de l'année dernière, voilà, qui explique un petit peu son son fonctionnement, la mise en place de celui-ci et vous pouvez voir, à droite, un exemple, d'un récépissé en cas de blocage sur une création d'une entreprise individuelle, artisanale, voilà. Vous avez essayé de le faire, c'est daté et ça vous permettra après de justifier de la date, lors du traitement par le valideur. Du coup, là, ce récépissé, comme, le disait Godefroy tout à l'heure, vous n'avez enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'a pas encore été délivré puisqu'il n'y a pas eu de cas de blocage, général. Donc ce qui Tout à est fait. plutôt une très bonne nouvelle déjà. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce récépissé, il va vous servir à redéposer vos formalités et donner une date, à votre formalité. Si on prend un exemple, ça va vous éviter d'avoir des frais de greffe importants lorsque vous avez plusieurs formalités et que vous dépassez le mois. Donc ça bloque la date, typiquement du 14 janvier. Si vous déposez votre formalité, ça se débloque au 15 février et que vous envoyez sur, le greffe de Pontoise qui sépare bien les formalités ou Versailles aussi, ils ne pourront pas vous demander de payer plusieurs frais et de séparer, les formalités multiples. Donc un changement de déno, un transfert de siège, vous pourrez tout faire en même temps. Vous ne serez pas en dehors du cadre légal du délai réglementaire d'un mois pour déposer sa formalité. Ça va le bloquer. Il y a des questions quand même qui se posent, auxquelles on n'a pas forcément les réponses et là, il va falloir le voir en pratique. C'est, par exemple, sur une augmentation de capital. Vous êtes bloqué, vous avez le récépissé, vous avez besoin de débloquer vos fonds à la banque. On le conçoit, c'est pour ça que les augmentations de capital sont généralement urgentes. Il n'est pas évident que la banque se satisfasse du récépissé d'indisponibilité du service. Donc ça, en pratique, on ne peut pas vous dire comment vous allez pouvoir débloquer vos fonds à la banque tant que la formalité n'est pas passée, que vous ne pouvez pas justifier de extrait cabis. Il y a un autre cas, qui pose quand même pas mal de questions où on n'a pas forcément la réponse, c'est les dépôts d'actes qui font courir des délais d'opposition.
On peut penser à la réduction de capital non motivée par les pertes. On peut, c'est la seule d'ailleurs, c'est l'une des seules. Dans ce cas-là, normalement le greffe devra reprendre la date indiquée sur ce récépissé. Logiquement, le délai d'opposition commence à courir à la date du récépissé du greffe. On verra quand on fera les premières demandes de CNO, si jamais il y a besoin un jour de ce récépissé d'indisponibilité. On verra à la demande du CNO si les greffes acceptent de prendre la date du récépissé d'indisponibilité du service ou s'ils nous imposent quelque part la date du certificat de dépôt de l'acte. Ça, ce sont des petits points où pour le moment, on n'a pas vraiment de réponse. Je rebondis, hein, il y a pas mal de questions justement sur la mise à disposition de ce récépissé, donc je vais essayer de réexpliquer et vous me corrigez si je me trompe, mais du coup le récépissé, c'est vraiment quand il y a un problème généralisé, donc on peut faire aucune création, enfin c'est un énorme problème et qui a bien à distinguer plus des incidents un peu spécifiques liés à une formalité, à un dossier, où là on peut être l'utilisateur peut se retrouver bloqué. Et donc là, pour le seul moyen qu'il a de son côté pour débloquer sa situation, c'est de contacter le support client qui va derrière faire un ticket et essayer de résoudre ce dossier bien spécifique. C'est bien ça la différence? Ouais, c'est vraiment, pour le coup, les 2 premiers cas, c'était vraiment quand les serveurs tombent quelque part, donc quand le guichet unique n'est vraiment pas accessible. Donc, matériellement, vous pouvez rien faire. Le 3e cas, c'était dans le cadre d'un type de formalité, donc pas d'une formalité d'une entreprise, mais vraiment d'un type de formalité. Donc, par exemple, c'est celui qui est indiqué là, toutes les créations d'entreprises individuelles artisanales sont touchées. Ok, donc le récépissé est délivré dans ce cas-là, mais pas dans les cas d'un incident spécifique sur un dossier. Non, c'est justement le cas, où je posais la question tout à l'heure à Godefroy, où là, il faut appeler l'assistance pour faire remonter le blocage. Le blocage, si tout le monde est bloqué au même endroit, potentiellement, ça peut arriver sur un récépissé, mais avant d'en arriver là, il faut que ce soit Il faut que ce général. soit remonté. Ok. Tu peux me corriger, Godefroy, hein. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est vraiment, ça intervient uniquement lorsque le flux d'ensemble, la situation, est bloquée d'un point de vue général, pas pour intervenir sur tel ou tel cas que l'on va débloquer, individuellement. Donc passons un petit peu sur la partie RNE. Il y a beaucoup de questions, on essaiera de les traiter à la fin, mais continuons d'avancer un petit peu. Le RNE, du coup, je pense que c'est ça y est, tout le monde sait un peu ce qu'est le registre national des entreprises. C'est le registre du coup qui concatène toutes les informations et les données des entreprises sur des registres qui n'existent plus. Donc, typiquement, le registre des métiers, le registre des actifs agricoles et sur des registres qui existent toujours, l'INSEE ou le registre du commerce et des sociétés. Donc, ce RNE, il est accessible par tous. Donc, vous avez pas toutes les informations, mais en tout cas, toute personne peut accéder au registre national des entreprises et télécharger une fiche entreprise, mais tout le monde n'a pas accès à toutes les données inscrites dans le RNE. Vous allez, en tant que particulier, aller voir le RNE, vous verrez que vous ne verrez pas l'adresse personnelle d'un dirigeant. Ces informations, elles sont réservées et elles ne peuvent être accessibles que par les organismes que vous voyez affichés, donc la DGFiP, l'URSSAF, les notaires, les greffiers, les administrateurs et mandataires judiciaires, les CCI et les directions interministérielles, régionales et départementales en charge de l'économie, de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations. En dehors de ces organismes, certaines informations ne sont pas accessibles. Et donc, à quoi il sert? Quelles sont vos obligations? Il existe, c'est un document qui a quand même une base légale. À quoi il sert en fait ce registre? Quelles sont vos obligations envers ce registre? Donc depuis le 1er janvier 2023 et donc depuis l'ouverture du coup du guichet unique, toutes les entreprises doivent être inscrites au registre national des entreprises et donc elles ont l'obligation de tenir à jour les informations et les documents, donc les actes, relatifs à leur situation. Donc ça veut dire qu'elles doivent mettre à jour les informations, contenues dans ce RNE, tout comme elles doivent le faire au registre du commerce et des sociétés pour les sociétés. Et le seul moyen donc de mettre à jour, ce RNE, c'est de passer par le guichet unique pour faire les formalités. Le guichet unique va transmettre, une fois la formalité validée, l'intégralité des informations au registre national des entreprises.
Fin octobre 2023, le RNE étant quand même, mine de rien, une base qui concatène vraiment beaucoup de données et recevant quand même beaucoup d'informations et de données catégorisées de façon un peu différente selon les organismes, puisque, mine de rien, ils reçoivent les informations de l'URSSAF, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers, des greffes, de la DGFiP. Le RNE s'est retrouvé avec quand même beaucoup d'informations qui n'arrivaient pas forcément avec les mêmes codifications, donc difficiles à interpréter. Et donc du coup, en octobre 2023, il y a le décret du 17 octobre 2023 a créé la possibilité pour les déclarants de faire sur le guichet unique ce qu'on appelle des formalités de mise à jour du RNE pour remettre toutes les informations comme il faut dans le RNE, pour que le RNE soit le plus correct possible. Donc, à partir de là, il a été possible de déclarer des informations manquantes au RNE. C'est ce qu'on appelle la complétion sur le guichet unique, ou de corriger des informations qui sont en contradiction avec le registre du commerce et des sociétés ou anciennement l'URSSAF pour les professions libérales, mais en tout cas des informations qui ne sont plus correctes. Et donc ça, c'est la formalité de correction. Et la question qui s'est quand même pas mal posée et que certains se posent encore aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que le RNE n'est pas complet ou est incorrect sur certaines informations? Eh bien parce que, comme je le disais, les informations sont arrivées de différents organismes avec un code particulier, un langage informatique un peu particulier, et remettre tout ensemble n'a pas été simple. Je prends un exemple tout bête. Si vous avez une société qui est sur le greffe de Paris, généralement, quand vous allez voir sur le RNE, vous verrez la qualité du dirigeant apparaître en «autre». Pourquoi? Parce que la catégorisation dans le logiciel informatique de ce greffe fait que il n'y a pas de lien entre les deux. Donc ça crée des incohérences, d'où la nécessité d'aller le compléter ou le corriger. Et puis, il y a aussi certaines informations qui du coup n'ont pas été communiquées au RNE et donc qui ne peuvent pas apparaître. Par exemple, les activités permanentes, c'était pas une information qui était forcément remontée au RNE, et donc il faut aller la mettre à un moment donné pour que le RNE puisse la voir. Et donc c'est un peu la même chose. Pourquoi est-ce qu'il y a des erreurs dans le RNE? Il y en a quand même de moins en moins. On se rend compte quand même qu'il y a de moins en moins d'erreurs, mais c'est vraiment lié à toute cette donnée qui est arrivée au RNE avec des champs différents. Je prends les adresses postales. Il faut savoir que les greffes, ils ont 3 systèmes informatiques. Sur les 3 systèmes informatiques, ils n'intègrent pas la donnée de la même façon, donc ils ont envoyé la donnée avec des différences, et remettre tout ça dans le bon ordre, franchement, ça a dû être simple. J'aurais pas aimé être à la place de ceux qui sont à RNE. C'est pour ça que, du coup, parfois, il faut aller le refaire. Faut aller le refaire. Je pense également, du coup, à ces problèmes de SIRET. C'est-à-dire que si on prend la base INSEE, on prend la base greffe au niveau des établissements secondaires, le greffe ne s'attachait pas à un SIRET. Donc, il s'attachait à une adresse, quand l'INSEE s'attachait à un SIRET et en plus, potentiellement avait légèrement modifié cette adresse. Donc quand ils ont récupéré les informations au RNE, ils se sont retrouvés avec une base d'établissements au greffe qui ne correspondait pas forcément aux adresses des établissements à l'INSEE et sans avoir de SIRET pour les relier entre eux. Donc, les corrections sur les établissements, je crois que c'est l'un des sujets les plus sensibles sur le RNE parce qu'en fait, mettre à jour cette base de données n'est pas simple. Les greffes ont commencé à sirétiser les établissements de leur côté, ce qui permet d'avoir une meilleure visibilité des établissements, mais la mise à jour des deux et la corrélation des deux n'a pas été simple. Donc, du coup, on était obligé de faire quand même pas mal de corrections.
C'est pas la seule problème, du coup, je crois qu'il y a des problèmes techniques aussi qui génèrent ces incomplétudes sur le RNE. Et tout à fait, parce que comme tu l'as dit, vu que dans les registres existants, il n'y avait pas forcément la même façon de structurer, d'enregistrer les données, eh bien, quand vous déposiez des formalités sur InfoRef, eh bien, cette information ne nous remontait pas forcément déjà de manière immédiate, c'était envoyé que toutes les nuits et même pas le week-end. Et en plus, c'était dans un modèle de données qui était pas vraiment adapté à l'ensemble, à l'exhaustivité des informations du RNE et en plus sur lequel il fallait apparemment un petit peu jouer au pulse. Typiquement, il fallait identifier un établissement, trouver son SIRET en comparant les adresses. Du coup, on récupérait l'information d'une formalité, d'Infogreffe et on devait comparer avec la base SIREN pour savoir de quel établissement il s'agissait, pour pouvoir venir ensuite mettre à jour le RNE, par la suite. Ce qui évidemment, vous entendez bien dans ma petite présentation, c'est assez source d'erreurs, source de complexité et de problématiques. Avec la fin de la procédure de continuité, on voit que tout ce flux 2, ce cas numéro 2 va se tarir au fur et à mesure que les formalités d'inforet vont être traitées et validées. Et donc, on aura plus ce flux qui va être problématique et qui pouvait aussi, apparemment, écraser des données que l'on avait proprement enregistrées. Typiquement, pour une raison X ou Y, vous avez besoin que la donnée ORNE soit très rapidement mise à jour. Du coup, après la formalité, vous avez fait une formalité de correction pour que les données ORNE soient propres. Et bien du coup, le flux d'Inforet venait écraser les données propres que vous aviez mises, même si en fait, fondamentalement, c'était les mêmes, mais pour nous, c'était une nouvelle mise à jour techniquement et ça venait, appauvrir les données et ça vous devait faire que vous deviez refaire une nouvelle correction complétion et repartir pour un tour, ce qui était vraiment, compliqué et lourd pour vous. Oui, Du coup, on va se confirme. retrouver uniquement que dans la situation numéro 1 où la formalité réalisée sur le guichet unique, du coup, elle est dans un modèle de données qui évidemment est adapté au RNE et ça va permettre une, transmission immédiate après la validation de la formalité. Je parle bien de la formalité, donc de l'ensemble des valideurs. S'il y a par exemple, une société, avec des activités artisanales, il faut la validation du greffe et de la CMA, pour que ça soit déposé au RNE et ensuite donc, diffusé aux partenaires fiscaux, sociaux et ainsi de suite. Donc ce qui veut dire qu'on a, bon espoir, que d'ici la fin du premier semestre, une fois la procédure de continuité complètement achevée, donc que les greffes, est terminé, donc ce stock de dossiers et que tout soit vraiment remonté, de ne plus trop avoir de problèmes sur, l'écrasement des données et d'être obligé de refaire des corrections, assez systématiques, puisque je fais partie de ces gens qui font des corrections, très systématiques. Donc c'est, pour moi un grand soulagement que d'arrêter de faire des corrections, à tout va. Tout à fait, ce 2e flux va se tarir avec, le traitement de ce stock qui s'est accumulé jusqu'au 31 décembre et aussi ça nous permettra d'avoir plus de souplesse et moins de temps perdu pour traiter toutes les problématiques, de la situation numéro 2. Oh, ça va être vide. Non, Ah c'est non, bon, il y a des choses. Suspense! Suspense! c'est Quelle pour moi. animation, c'est pour toi. Du coup, on l'a dit, il reste quand même encore pas mal de formalités qui passent qui sont passées sur Infogreffe et qui vont être traitées, par les greffes via Infogreffe. Donc le RNE ne va pas être complètement stable avant au moins la fin du premier semestre, le temps que toutes les données remontent et que tout soit concaténé. Donc il reste quand même primordial en ce début d'année de bien anticiper vos formalités, à savoir d'aller chercher votre extrait RNE sur le site Data INPI pour ne serait-ce que voir si vos données, sur le RNE correspondent à ce que vous avez sur le CABIS et ça va vous permettre d'identifier les incohérences de vos données. Pour les données absentes, il faudrait aller initier une formalité sur le guichet unique puisqu'il y a des données que vous ne voyez pas, hein. Vous n'êtes pas une des administrations qu'on a citées, tout à l'heure. Donc pour bien s'assurer en amont, de vos formalités que vous n'allez pas être bloqué parce que c'est toujours frustrant d'arriver sur le guichet unique en disant: «Je vais déposer ma formalité» et oups, mince, dommage, il y a une donnée sur les RNE qui m'empêche, qui n'est pas bonne et qui du coup m'empêche d'envoyer la formalité. Donc essayez de l'anticiper au maximum et déposer vos complétions, vos corrections, avec les justifs, mais le plus tôt possible avant votre formalité, comme ça au moins
vous êtes tranquille, vous savez que, en principe, quand vous allez déposer votre formalité, vous n'aurez pas de blocage à ce moment-là. Et je me permets de Et puis rebondir aussi, bien sûr. Émilie, parce que je vois des questions dans le chat. Les formalités de correction et complétion sont là pour mettre en adéquation le RNE avec des validations qui ont déjà été faites. Donc, elles ont déjà été validées, ces informations ont déjà été validées, déjà communiquées aux partenaires. Donc, les formalités de correction et complétion n'ont pas vocation à être rediffusées. Notamment, je vois, ça parle de l'INSEE, parce que ce n'est pas l'objet, ce n'est pas une nouvelle formalité de modification. Dans ce cas-là, s'il y a une problématique de mise à jour de la base sirène, il faut s'adresser directement à l'INSEE pour demander en disant: «Bah, voilà, j'ai effectué telle formalité, auprès du greffe, à tel moment, ça a été validé. Est-ce que vous pouvez mettre à jour la base sirène?» Pour pouvoir faire ça, il faut s'adresser directement à l'INSEE. La formalité de correction n'a pas vocation à mettre à jour la base sirène, mais uniquement le RNE. Ouais, tout à fait et ça, c'est vrai que il est vraiment important d'aller s'assurer que tout coïncide et tout est correct parce qu'avec la procédure de continuité, qui nous a quand même grandement aidé l'année dernière, il y a quand même eu, des problèmes et notamment des problèmes de transmission à l'INSEE et donc typiquement des transferts de sièges qui ont été faits au greffe, mais dont l'INSEE n'a pas eu connaissance et le RNE, faire une correction RNE ne va pas mettre à jour la base INSEE suite à cette formalité de transfert de siège qui n'a pas été transmise. Donc, en voyant que le RNE n'est pas bon sur un siège, vérifiez vos avis sirène. Si vous voyez que l'avis sirène n'est pas bon, c'est que la transmission entre le greffe et l'INSEE n'a pas été faite. Et là, il faut contacter l'INSEE, ce qui est plutôt long. Il faut contacter l'INSEE pour leur demander d'aller rechercher la formalité qui leur est arrivée directement du greffe. Et souvent, ils nous demandent donc du coup le numéro de la formalité, le numéro qui commence par un G, pour pouvoir aller la chercher et on s'aperçoit qu'il y a des, messages qui passent entre, l'INSEE et le greffe. C'est-à-dire que l'INSEE l'a bien eu, mais l'a rejeté, l'a renvoyé au greffe, le greffe a renvoyé, l'INSEE a de nouveau rejeté, donc il y a des gros problèmes comme ça et ça, c'est pas par le guichet unique, par une correction que vous pourrez le régler. Il faut vraiment contacter le greffe, contacter l'INSEE et faire en sorte que les 2 bases se mettent à jour. Et il s'agit vraiment de mise à jour des bases de données parce qu'en regardant dans les questions, je vois qu'il y a aussi des questions sur les établissements qui ne sont pas immatriculés au RCS, mais qui ont été immatriculés, sur la base sirène et donc au RNE. Donc dans le cas de ces établissements sans lien avec les tiers, notamment pour les sociétés, il s'agit, ça va être toujours le greffe qui va, traiter ces fermetures d'établissements et donc faire un rejet très spécifique pour dire: «Bah, en fait, je valide cette fermeture d'établissement, mais ça n'a pas vocation à être porté au RCS», donc il va faire un rejet très spécifique qui va permettre de, fermer cet établissement tant au RNE qu'en Bassiane. Donc c'est tout simplement une modification et ça a été expliqué dans un des derniers avis du collège stratégique du mois de novembre, si je ne m'abuse. Mmh. N'hésitez pas, voilà, on sait que, maintenant tous les greffiers ont commencé à prendre en main un petit peu cette particularité. Mais voilà, c'est pas l'objet d'une correction ni d'une complétion, mais c'est vraiment tout simplement une modification, une fermeture d'établissement. Passons sur un dernier point avant d'arriver sur les questions, mais sur la partie assistance et formation. Donc vous mettez à disposition pas mal d'outils. Ce qui est quand même important de rappeler, c'est que vous êtes l'opérateur technique de la plateforme et pas un opérateur métier. Donc l'ensemble de l'assistance se fait vraiment sur la partie technique liée au formulaire, etc. En revanche, la partie métier sur le conseil, est-ce qu'il faut faire un transfert de siège ou une modification. Donc ça, c'est d'autres professionnels qui pourront accompagner là-dessus. Tout à fait. Notre position, c'est vraiment l'assistance à outils, de la diffusion de l'information qui passe évidemment par notre site inpi.fr où il y a une FAQ, il y a de la documentation dans Guichuni. On sait que cette documentation, voilà, elle est amenée à s'étayer, se développer, mais voilà, elle existe, donc n'hésitez pas à vous reporter dessus. Il y a aussi des sites partenaires, tant servicepublic.fr que des sites des partenaires et des valideurs et on a aussi le chatbot, notamment dans le cas des catégorisations d'activités.
On sait que c'est un grand sujet, la catégorisation d'activités, quelle catégorie mettre et ainsi de suite. Voilà, n'hésitez pas, le chatbot est là pour vous accompagner aussi, vous proposer des catégories qui pourraient être pertinentes pour votre situation. Tout ce qui est l'accompagnement, notamment d'un point de vue juridique, ça pour le coup, il ne faut pas hésiter à s'adresser aux professionnels, aux réseaux locaux, aux fédérations, et ainsi de suite. Voilà, c'est pas du périmètre directement de l'INPI. On se concentre sur l'outil, l'information, mais aussi de la formation à l'outil, pas aux formalités, vraiment à l'outil, comment faire. Voilà, je veux faire un transfert, ben voilà, on va cliquer sur tel bouton et ainsi de suite. Donc voilà, n'hésitez pas, on a toutes les formations qui sont disponibles, sur le site inpi.fr. On a aussi un certain nombre de vidéos, de petits tutoriels qui sont aussi disponibles sur notre application. Et évidemment, on a une assistance qui est disponible avec un numéro de téléphone, sur lequel vous pouvez, voilà, que vous pouvez contacter, qui va vous permettre de signaler des anomalies, comme on a pu, l'évoquer tout à l'heure, qui derrière va le remonter, s'il y a besoin d'une intervention technique ou d'échanger avec, la mission interministérielle qui a encore des points généraux à trancher ou avec les partenaires, s'il y a des problématiques, de traitement sur tel ou tel sujet. Mais pour cela, on a besoin que vous nous le remontiez pour pouvoir, avoir cette information et cette vision. Merci Godefroy. Du coup, ce petit moment un peu promotionnel, Legal Vision, nous on se situe en bas à gauche sur ce, sur ce schéma-là. Donc en fait, dès que vous avez des problèmes un peu techniques sur la plateforme, l'INPI va pouvoir vous accompagner pour savoir comment utiliser finalement l'outil. Nous, on a un accompagnement qui est quand même beaucoup plus global et surtout beaucoup plus orienté métier. Et donc, n'hésitez pas à nous solliciter sur cet aspect-là. Ce qui fait une excellente transition sur ce qu'on souhaite organiser, enfin ce que l'on organise début février, le jeudi 6 février. Je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà inscrits à la Formatech. On est déjà plus de 300 inscrits. Ça va être un gros moment. C'est le premier moment où on se retrouve l'ensemble des formalistes de France en physique. Donc, on aura la chance évidemment d'avoir l'INPI qui sera à nos côtés, mais on aura aussi Infogreffe et d'autres acteurs logiciels qui apportent des solutions pour les formalistes. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer, enfin voilà, à vous inscrire. Je ne sais pas si le lien d'inscription est direct. Il me semble que le lien d'inscription est directement disponible sur la plateforme. Sinon, vous pouvez aller sur le site de Legal Vision, c'est tout en haut. Je pense que ce sera un très bon moment, un moment très convivial. Je crois que l'INPI met à disposition un stand dans lequel vous pourrez même parler de vos sujets un petit peu spécifiques. On ne va pas pouvoir traiter, donc là je vois l'ensemble des questions, on ne va pas pouvoir traiter l'ensemble de vos questions bien spécifiques. Mais l'idée, voilà, c'est d'avoir un petit peu de discussion entre nous et avec les acteurs importants de notre métier au cours de cet événement-là. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est évidemment gratuit. Et donc, on va passer aux questions. Il y a une multitude. Je ne sais pas si Godefroy ou Émilie, vous en aviez repéré d'ores et déjà, mais je vais essayer d'en prendre quelques-unes. Je crois qu'il y avait quelques questions au sujet de la sélection de l'activité. Je crois qu'il y a des évolutions qui sont en cours qui sont prévues cette année, Godefroy, à ce sujet. Alors, le sujet de l'activité est un sujet qui est assez sensible parce que c'est aussi ça qui va permettre de définir le valideur. Est-ce que c'est uniquement le greffe, la CMA, la MSA qui doit traiter telle formalité ou telle autre? Et ça a été la grosse nouveauté qui est arrivée avec le guichet unique, c'est cette notion de catégorisation où une fois que vous avez, décrit le début d'activité, la date de début, est-ce que c'est l'activité principale? Est-ce qu'elle est permanente? Quelle est l'activité avec sa description détaillée? Vous la catégorisez. Je rappelle que la catégorisation n'a pas pour vocation à définir le code APE. Le code APE, il est vraiment défini à partir du descriptif détaillé de l'activité principale. Ça, là-dessus, il n'y a rien qui a changé. Mais cette catégorisation, elle est là pour dire, bah voilà, telle activité doit être traitée
par le greffe ou par la CMA et ainsi de suite. Et évidemment, cette catégorisation, elle est amenée à évoluer, soit parce que déjà les périmètres des différents partenaires sont amenés à évoluer aussi, et aussi à l'usage, on voit que, bah, tiens, il y a telle formulation qui n'est pas forcément très bien comprise et du coup, on voit qu'il y a l'utilisation de telle catégorie qui n'est pas adaptée, du coup, qui envoie la formalité à tel, validateur au lieu de tel autre. Donc cette catégorie est amenée à évoluer comme elle a évolué déjà, par exemple, en fin août dernier, on avait fait une grosse évolution avec l'ajout d'un certain nombre de catégorisations pour essayer de simplifier un petit peu l'usage et répondre au mieux aux besoins. C'est pour ça qu'aussi il y a le chatbot pour essayer de vous accompagner dessus. Il y a aussi pas mal de questions et ça vient avec la catégorisation. Pourquoi est-ce que la MSA n'est jamais valideur des modifications? Bah, parce que la MSA, c'est un valideur des activités. Donc s'il ne s'agit pas d'une modification d'activité, il n'y a pas besoin de faire intervenir la MSA. Attention, la MSA, elle a 2 rôles. En tant que valideur d'activité et en tant que partenaires sociaux, organismes social, pour les questions d'affiliation. Et je pense notamment que la question est liée au changement de gérant. Où là, le changement de gérant, c'est une information qui est apportée au RNE et au RCS avec l'information au CABIS. Et ensuite, une fois que c'est validé, cela va être traité par la MSA en tant que destinataire qu'organisme social pour gérer les questions de cotisation et ainsi de suite. Donc c'est normal que la MSA n'intervienne pas à ce niveau-là. Elle va traiter la formalité a posteriori du traitement une fois que c'est validé par le greffe et déposé au RNE. Je vais prendre une autre question, une question de Laure, qui va reprendre un peu le sujet des récépissés et des incidents, mais du coup, ça rentre dans un sujet un peu spécifique. Bonjour, une formalité a été réalisée sur le guichet unique en juin 2024, validée le 20 juin 2024 par le greffe, mais les données n'ont pas été mises à jour sur le guichet unique ni sur le RNE. Depuis 7 mois, nous faisons des relances et c'est encore bloqué. Donc, comment débloquer ce type de situation? Et bien justement, quand les données ne sont pas mises à jour parce qu'on ne les a pas transmises, alors je pars du principe dans ce cas-là que c'est une formalité qui était faite hors GU, eh bien, Non, a priori, si je relis bien la question, réalisé sur le GU. sur le GU, bah, est-ce qu'il n'y a pas eu un valideur d'activité dans cette formalité qui soit encore en attente de traitement, ce qui peut arriver, ou qui a posé une question? Elle est en attente de régularisation et justement, le valideur d'activité vous a posé une question, attend une réponse de votre part et donc la formalité en tant que telle n'est pas entièrement validée. Je vois souvent le cas où on dit: «Bah, tiens, le greffe a validé, j'ai reçu mon CABIS, c'est bon». Non, c'est pas bon. S'il y a un valideur d'activité, par exemple la CMA, eh bien, il faut s'assurer que aussi la CMA est validée pour vraiment s'assurer que l'ensemble de la formalité soit validée et c'est à ce moment-là qu'elle sera déposée au RNE. Du coup, je vais faire une question de novice et dites-moi si c'est n'importe quoi, mais la liste des valideurs, on peut l'identifier facilement sur le guichet unique, la liste des Greffe, personnes qui... CMA, MSA. Voici Et les on la 3 voit sur le valideurs fil d'Ariane. On le voit sur le fil d'Ariane, et d'accord. on le voit sur le fil d'Ariane et on voit aussi l'ordre. Quand est-ce qu'il est en train de traiter la formalité? Quand est-ce qu'il a reçu la formalité? Quand c'est en attente de validation, bah, ça veut dire que c'est en quelque sorte sur le bureau de tel valideur. Puis on voit, il y a un petit peu un descriptif sur ce qui va arriver Mhm. en grisé. Et puis ensuite, ça sera au suivant et on vous le dit à chaque fois lequel. Non seulement le greffe, mais aussi ça va être le TCO de Paris, de Brest. C'est précisé aussi quel centre partenaire vraiment est en train de traiter votre formalité. D'accord. Et du coup, à ce moment-là, on peut prendre contact directement avec le centre partenaire pour faire avancer Tout à fait. le dossier. D'accord. Et la référence qu'on va avoir sur le guichet unique, c'est une référence qui est partagée sur l'ensemble, sur Tout les à centres, fait. l'ensemble des Et partenaires? c'est vraiment ce numéro de l'IAS J30 ou J20, mais c'est un numéro unique pour l'ensemble des partenaires. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous D'accord. casser la tête à essayer de trouver le numéro qui correspond à tel partenaire. On a pas mal de questions sur le RBE, sur l'accès au registre du RBE. Donc, quelles sont les procédures à suivre? Je ne sais pas si...
Alors tout à fait. Peut-être un petit peu de remise en contexte. Depuis l'été dernier, on a arrêté de diffuser l'ensemble des données du RBE qui étaient diffusées via Data API comme via le guichet unique. En fait, quand vous faisiez une modification, vous aviez la possibilité de modifier le bénéficiaire effectif, on vous les préchargeait en quelque sorte. Mais suite à décision, on ne diffuse plus les données des bénéficiaires effectifs. Cependant, un certain nombre d'acteurs ont tout à fait le droit de consulter ces données, soit parce que vous êtes assujetti. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait des questions d'experts comptables ou de notaires, soit parce que vous avez un intérêt légitime, on peut penser par exemple aux journalistes, soit tout simplement parce que vous êtes gérant de telle entreprise et vous voulez savoir voilà, quels sont les bénéficiaires effectifs déclarés pour cette entreprise. Eh bien, vous pouvez faire une demande directement sur le site data.np.fr. Il y a un petit onglet bénéficiaires effectifs. Vous avez un formulaire qui vous permet de faire votre demande. En fonction de votre situation, soit si vous êtes assujetti, vous pouvez demander l'accès à l'ensemble des données des bénéficiaires effectifs du RE2, donc toutes les sociétés, toutes les informations. Si vous avez un accès pour intérêt légitime, eh bien, vous pouvez aussi demander, mais là, pour le coup, il y a des restrictions sur les données personnelles. Et après, si vous êtes juste gérant de telle entreprise, vous pouvez demander aux bénéficiaires effectifs de cette entreprise et avoir accès que à celui-ci. Merci. Et donc, du coup, comme la question est posée, est-ce qu'un avocat peut demander à obtenir l'accès au registre des bénéficiaires effectifs? Est-il assujetti? A-t-il un intérêt légitime? Bah, pour ça, voilà, s'il fait la demande, eh bien, il aura accès, comme le donne, lui permet le cadre réglementaire. On applique vraiment le cadre réglementaire qui nous a été défini en partenariat, notamment avec la DG Trésor, bien évidemment. Petite question, du coup, je reviens sur les formalités validées par les greffes remontent-elles au RNE? Donc on a traité un peu ce truc-là, mais de façon assez brève. S'ils nous fournissent les données, évidemment qu'elles viennent alimenter le RNE avec nos capacités de traitement, avec toutes les questions que cela peut poser, comme on a pu le voir. Mais pour cela, il faut qu'ils diffusent cette donnée, tant au niveau du RNE, mais aussi à l'ensemble des partenaires. On a pu voir, j'ai pu voir dans les questions des situations où voilà, c'était traité au greffe, mais ni l'INSEE, ni les organismes sociaux n'avaient été informés. Ça, il ne faut pas hésiter à demander aux partenaires de diffuser l'information pour mettre à jour l'ensemble des données, tant du RNE, mais aussi que des autres systèmes informatiques. Merci. J'ai une question de Brigitte, qui a une formalité à réaliser sur une société qui n'est pas connue de l'INPI. Mmh. Et donc elle n'arrive pas à s'en sortir. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour essayer Alors, de débloquer sa il faut situation? un petit peu plus d'informations, hein. Qu'est-ce que c'est que Ouais, cette ouais. société mystère? Est-ce que c'est une société en participation, qui est, occulte? Du coup, à ce moment-là, il faut le voir directement avec, la DGFiP. Est-ce que c'est une SCI qui n'a jamais été régularisée et inscrite au RCS? Bis repetita, faut voir directement avec la DGFiP. Est-ce que c'est une forme juridique, soit très récente, soit qui ne fait pas partie du périmètre du guichet unique? Eh bien, à ce moment-là, faut voir avec le partenaire en tant que tel. On a le périmètre du guichet unique, il n'est pas là pour traiter l'ensemble des formes juridiques, qui Mmh. sont définies dans les codes, en France. On ne couvre pas les associations et ainsi de suite. Mais voilà, vous le voyez bien quand vous effectuez une formalité de création, il y a une liste de formes juridiques qui est bien couverte par le guichet unique. Si par hasard vous voyez, bah tiens, bah, c'est bien une société civile immobilière, elle a bien été, inscrite, immatriculée au RCS, n'hésitez pas à appeler notre support téléphonique pour lui dire: «Bah, voilà, j'ai tel problème avec telle société, tel SIRAN. Est-ce que vous pouvez forcer la mise à jour?» et on fera la mise à jour le plus rapidement possible. Merci. J'ai une petite question aussi un peu roadmap de la part de Luciana sur la délégation de paiement qui était un gros avantage qu'on pouvait faire auparavant sur Infogreffe. Qu'en est-il du guichet unique sur ce Nous sujet-là? proposons depuis, il me semble, fin octobre, mi-octobre, fin octobre de l'année dernière, la délégation de paiement. Quand vous êtes à l'étape de paiement, vous avez un petit menu qui apparaît lorsque vous consultez votre formalité.
juste à droite du fil d'Ariane, où vous pouvez indiquer le courriel de votre client, lui envoyer un courriel pour qu'il puisse avoir accès, se connecter et ensuite régler directement les frais de la formalité. Donc c'est déjà disponible sur le guichet unique. Et la question qui se pose, c'est, pourquoi du coup le délégataire, celui qui va payer au final, doit-il se créer un compte INPI pour pouvoir aller payer la formalité? Parce que sur Infogreffe, ils n'avaient pas besoin. En gros, ils prenaient leur carte bleue et ils payaient. Je comprends tout à fait. Déjà, on a une problématique de sécurité, au moins le fait d'avoir une authentification, ça nous permet de nous assurer un petit peu plus pour protéger le guichet unique des différentes attaques. On a pu voir il y a eu des attaques informatiques sur le guichet unique parce qu'on contient des données très sensibles, hein, fiscales, sociales, pour toutes les entreprises, pour beaucoup d'entreprises françaises, donc il faut les protéger. Donc c'est pour ça qu'avoir sa première étape d'authentification est importante. Ensuite, après, il y a des questions d'administration publique. On doit vérifier un certain nombre d'éléments, lutte contre le blanchiment et ainsi de suite, qui fait qu'on a besoin d'authentifier un petit peu plus. En tant qu'administration, on a plus de responsabilités, plus de contraintes qui font qu'on a besoin de de cette authentification et donc de cette création de compte, qui est gratuite. On va peut-être prendre une question en plus. Est-ce que Émilie, tu avais vu une question qui te... Ouais. Dans quel délai l'INPI fournit le récépissé d'indisponibilité Eh bien, une fois qu'on a en cas de blocage? identifié vraiment un cas de blocage majeur, on s'engage à fournir le récépissé le plus rapidement possible. Alors là, heureusement, on n'a pas eu l'occasion de se poser encore cette question d'être face à cette problématique. Mais évidemment, on s'assurera d'être le plus réactif possible pour pouvoir éviter de vous mettre en position d'indélicatesse. Et comment alors du coup, comme il y a 3 questions liées, je suis désolée, finalement, j'en Allez, fais vas-y, 3. vas-y. Comment il fournit donc ce certificat ce récépissé d'indisponibilité? Et la dernière question, que tu viens de m'enlever, c'est pas très sympa Pardon, de ta attends, part. je remets. Alors pendant ce temps-là, moi je vais C'est répondre à la comment première s question qui est Vas-y. comment ça va être diffusé? Bah, tout simplement soit sur le site e-procédure sur lequel vous utilisez pour vous connecter, sur le site de l'INPI pour pouvoir le télécharger quand c'est vraiment massif sur l'ensemble des flux ou comme on l'a échangé tout à l'heure, quand c'est vraiment sur une situation particulière, c'est suite à une demande à notre support téléphonique. Et on la reçoit par mail, dans ce cas-là? Alors la modalité est encore en cours de finalisation, mais c'est très probable qu'on vous l'envoie par mail tout simplement. Et la troisième du coup qui m'est revenue, c'est, comment sait-on quand c'est régularisé et que le délai de 15 jours pour aller faire la formalité commence à se déclencher? Ça va faire partie de l'ensemble de la communication qui va être mise en place dans tel type de situation pour dire: «Bah, voilà, on a eu, telle problématique, il y a eu une attaque informatique, le guichet a été, bloqué. Hop, du coup, on fournit le récépissé. Maintenant, c'est débloqué, vous pouvez y retourner». Évidemment, il y aura une communication qui sera faite dans ce type de situation. OK, donc il y a une communication dans l'autre sens qui vient de dire, «C'est rétabli, vous pouvez y aller». Mmh. OK. On va s'arrêter là. Il y a encore plein de questions, mais on n'y arrivera pas. Pour ça, j'espère que la Formatex, enfin, ce sera une nouvelle plateforme pour pouvoir répondre à différentes questions ou du moins rencontrer des confrères qui ont les mêmes préoccupations et du coup qui peuvent échanger des solutions un peu plus pratiques, des bonnes pratiques. Donc on vous attend encore une fois nombreux. Je voulais te remercier encore une fois, Godefroy et toutes les équipes de l'INPI pour nous avoir accompagnés sur ce webinaire. On a essayé d'être le plus complet possible, hein. On n'a pas les réponses à toutes les questions, mais on essaie d'avancer le mieux qu'on peut. Merci à tous les deux. Merci à toi aussi. Merci à vous Merci Godefroy. pour ce moment d'échange, pour toutes les questions. Alors j'ai essayé aussi au fil de la conversation de répondre à quelques-unes. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez d'autres questions, à appeler notre support téléphonique pour avoir plus d'informations ou consulter toute notre documentation en ligne ou participer à nos formations. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.